Bienvenue à Namur, au Musée provincial des Arts anciens, pour découvrir l'exposition Louise d'Orléans, première reine des Belges, un destin romantique, exposition que nous sommes en train de terminer de monter et qui aura lieu du 21 mars au 15 juin 2025. Cette exposition est consacrée à la personnalité et à l'individualité de la reine des Belges, première reine qui a donné à la royauté belge un sens et vraiment une vision particulière, puisque la Belgique ne connaissait pas de reine depuis l'époque de Charles Quint. Et c'est cette déclinaison que nous avons voulu ici, en partenariat, un partenariat extraordinaire avec le Musée Condé à Chantilly, et nous avons voulu vraiment compléter ce volet cantilien avec un volet namurois. L'idée de cette exposition est née en fait de la rencontre de deux conservateurs, Mathieu Deldic, spécialisé notamment grâce au duc d'Aumale sur cette royauté, la maison des Orléans, et d'autre part moi-même, où on a tous les deux dit que finalement il y avait vraiment une place pour les autres membres de la famille, notamment au niveau artistique, mais qu'on ne s'était jamais vraiment intéressé à Louise, qui pourtant avait laissé une collection assez extraordinaire et surtout quantité de lettres que l'on pouvait exploiter pour montrer les différents aspects de la royauté à cette époque, mais aussi de l'importance de la famille d'Orléans. Et donc, de discussion en discussion, grâce à ce partenariat extraordinaire avec le musée Condé, on a pu reconstituer la vie de la reine et s'intéresser plus particulièrement à son goût pour le Moyen-Âge, mais aussi pour les grandes périodes historiques de la royauté française. Cette reine a joué un rôle assez extraordinaire pour les Belges, puisqu'on ne connaissait pas de royauté, on était un tout jeune État qui sortait des réflexions et des révolutions de l'époque, et il a fallu essayer de constituer une dynastie, avec un souverain qui lui-même était étranger, et découvrir un pays où, il est vrai, on était encore en partie en guerre contre les anciens propriétaires des lieux, c'est-à-dire la royauté hollandaise, et donc il a fallu construire cette royauté, et cette reine qui avait été éduquée comme étant une princesse libérale convenait en fait tout à fait pour essayer de dresser une première expertise d'abord de la Belgique, voir quelles étaient d'un point de vue étranger ses qualités, et puis ensuite essayer d'instituer une nouvelle forme de monarchie, puisque alors que Louis-Philippe était roi des Français, ici ce qui est particulier aussi, c'est que c'est une monarchie libérale dans laquelle le roi n'est pas roi de Belgique mais roi des Belges. Il faut donc partir à la rencontre de la population, de ses goûts et de ses forces pour essayer de lui donner un destin international, et c'est le rôle qui va être endossé et joué à la perfection par la reine Louise. Cette tête de statue qui provient de la ville de Philippeville est en quelque sorte le point de départ à la fois de l'exposition mais aussi le point de sortie. Pourquoi ? Parce que c'est la seule statue monumentale qui a été réalisée de la reine Louise-Marie. Elle n'a pas été réalisée tout de suite, elle a été réalisée en fait près de 25 années après la mort de la reine. Pourquoi ? Parce qu'on voyait apparaître tout doucement le 50e anniversaire de la Belgique. Et au moment où la reine est décédée, on a constaté qu'on n'avait aucun portrait d'elle dans tous les monuments importants de la monarchie belge, que ce soit au Parlement ou à d'autres endroits, et on a donc cherché à tout prix à pouvoir réaliser des monuments. Mais celle-ci mesurait près de 3 mètres de haut, sur un piédestal de 3 mètres de haut, qui était installé au milieu du corps de la place de Philippeville, tournant le dos à la France, mais regardant vers la Belgique, pour indiquer qu'elle avait été adoptée par cette Belgique naissante. Et donc, tout simplement, il a fallu
trouver un endroit où les gens pouvaient se recueillir. Et c'est donc Philippe Ville qui a ordonné la réalisation grâce d'abord au collège sur place, le collège communal, mais grâce à l'aide de la province. Et c'est ainsi qu'en province de Namur, nous avons cette seule statue. Alors la statue a vécu toutes les vicissitudes qu'on peut connaître, surtout pendant la guerre. Elle a connu notamment les obus, elle a connu toute une série de trous qui se sont posés dedans, au point qu'en 2000, elle a été remplacée par une copie conforme qui n'est plus à l'emplacement d'origine, mais qui a un emplacement à l'entrée de la ville. Et c'est ainsi que toutes les communautés de la province de Namur retrouvent en elle ce visage, celui d'une reine bien-aimée, telle qu'on a voulu la concevoir près de 25 ans après son décès. On connaît finalement peu de choses réellement de la vie de Louise lorsqu'elle était plus jeune. On a ses premiers cahiers, ses premiers exercices, ses premiers livres de comptabilité, mais au fond, à quoi ressemblait Louise ? On a peu de portraits qu'on peut utiliser. Et c'est ainsi qu'en dehors du dessin ici de Matteo Picasso, qui provient des collections du musée Condé, ou encore de ce dessin inédit de Joséphine Clark, qui vous montre les trois sœurs, puisqu'il y a Louise d'un côté, au milieu Marie et à droite Clémentine, on ne disposait pas vraiment de portraits qui étaient clairement identifiés. Et vous en avez un exemple ici, au travers de ce portrait qu'on a longtemps cru être celui de Louise. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il appartenait à la collection d'abord de Louis-Philippe et puis du duc de Nemours. Et donc les descendants ont toujours pensé que c'était Louise jusqu'aux dernières restaurations qui nous ont permis d'identifier réellement la personne. Il ne s'agit pas de Louise, mais il s'agit de sa sœur Françoise qui est morte jeune, mais qui, par sa ressemblance, pouvait tout à fait passer comme étant Louise, enfant. Et ce tableau présente donc cette place particulière qu'avait Louise, qui finalement est connue par les écrits de l'époque, mais avec très peu de représentation pour véritablement la connaître. Alors c'est un tableau qui est particulier en plus, puisqu'il a été réalisé par Grégorius, et on sent tout à fait un caractère très délicat. Elle est censée être ici parmi les jardins, mais des jardins à l'anglaise, autour du château d'Eu ou autour du château de Neuilly. L'endroit n'est pas précisé exactement, et il est l'œuvre de Grégorius, qui va véritablement être aussi un des premiers portraitistes autour de la famille royale des Orléans. Ce qui nous a permis d'identifier le vrai personnage au moment de la restauration, c'est que tout simplement il y avait eu une première restauration qui avait eu lieu probablement dans les années 1950 et qui avait utilisé énormément de cire à l'envers du tableau, sur lequel justement se trouvaient les cachets qui identifiaient d'abord les collections, mais aussi la petite légende qui permettait d'identifier le personnage représenté et également l'artiste qui avait réalisé ce tableau. Et lorsqu'on a retiré la cire à l'arrière pour des questions de conservation, on est tombé sur la titulature complète, et il ne s'agissait pas de Louise, mais de Françoise Louise, c'est-à-dire sa sœur. Dans cette seconde section, on s'intéresse à l'éducation très libérale que la reine a eue, comme tous ses frères Orléans. Et parmi cette éducation, alors que ses frères vont à Henri IV, elle reçoit des leçons particulières, et dans ces leçons particulières, elle apprend à savoir écrire, tenir un journal et tenir aussi une comptabilité. Dans la vitrine que vous avez ici sur ma droite, on voit notamment le récit de voyage qu'elle a réalisé en 1826, dans lequel elle s'applique à écrire d'abord un brillon, puis après à apprendre la calligraphie pour pouvoir tenir un journal vraiment qui soit lisible, et puis enfin elle collecte toute une série de plantes, puisque l'étude notamment de la botanique fait partie des leçons qui lui sont données. Un peu plus tard, elle va s'adonner également au dessin. Elle va voir les plus grands maîtres, notamment Ary Scheffer, qui va l'aider mais aussi redouter, œuvre qu'elle va collectionner ici dans un album et qu'elle va coller tout le long de sa vie, puisqu'elle continuera à réaliser toute une série de copies. Alors cette passion qu'elle a pour le dessin, elle va le transmettre, et notamment à celui que l'on surnomme le plus Orléans de ses enfants, c'est Philippe, comte de Flandre, puisque lui-même va reprendre toute une série de dessins à partir d'œuvres qui existent, et ces œuvres sont aujourd'hui conservées au musée Condé à Chantilly.
Le mariage entre Louise et Léopold était un mariage essentiellement diplomatique. Les deux monarchies étaient dans des situations très difficiles avec presque un climat d'insurrection des deux côtés et donc c'était à travers ce mariage solidifier les relations et surtout les trônes qui étaient en train de se constituer. Et donc lorsque Louise est partie, on dit que pendant le mariage, et elle le dit elle-même, elle a beaucoup pleuré, surtout au moment où elle a vu que la France disparaissait et qu'elle devait rentrer en Belgique. Puis très vite, elle dit que cependant, eh bien, les Belges, c'est un peuple particulièrement brave, chaleureux, et qu'elle va s'y trouver bien. Et plusieurs fois, elle le dira dans les premiers mois, donc elle a été très agréablement surprise. Alors, au moment du mariage, sa sœur, en revanche, est demeurée, Marie d'Orléans, très très calme et n'ayant apparemment aucune émotion. Et en réalité, dès que Louise est partie, eh bien, Marie a commencé à pleurer. Et une des manières pour elle, dit-elle dans ses lettres avec Louise, mais aussi dans des lettres qu'elle a avec Louis-Philippe, tout simplement, sa manière de se consoler est en quelque sorte de représenter Louise pour que ce portrait eh bien, reste fixé à jamais. Et le duc d'Aumale lui-même, dans sa correspondance avec Louise, en fait aussi état dès le lendemain du mariage. Et c'est ainsi qu'elle va imaginer de représenter sa sœur qui tourne le dos à la France, vêtue de son manteau bleu et puis surtout de ce petit sac panier qu'elle tient de la main gauche. Elle va en réaliser plusieurs dessins qui vont être envoyés aux membres de la famille. Ça aura tellement de succès qu'ayant appris la technique de la lithographie, elle va la réaliser une première fois en couleur et finalement, eh bien, ces dessins vont se diffuser sous la forme de planches gravées en noir et blanc que vous avez ici devant nous. Alors, c'est assez extraordinaire parce que Louise se rappellera de ce fameux dessin qu'elle va conserver dans un de ses albums romantiques et d'ailleurs, eh bien, ce fameux petit panier qu'elle tient dans sa main, elle va l'utiliser et il sera déposé sur une chaise trône à sa gauche dans le premier portrait monarchique qu'elle fera réaliser. Comme vous avez pu le voir, on est en cours de montage, ce qui me permet de vous montrer ce magnifique album qui pour les Belges est vraiment une pièce historique très très importante puisqu'elle contient en fait un certain nombre de représentations qui sont liées à ce qu'on appelle le siège d'Anvers qui eut lieu en 1832-1833 alors même que Louise venait de débarquer en Belgique. Et donc elle s'attend à trouver un pays qui est somme toute un pays en paix et elle découvre très très vite qu'une partie du pays n'appartient pas encore aux Belges puisqu'il existe encore un fort à Anvers qui résiste à l'envahisseur belge puisque ce sont les Hollandais qui détiennent encore cette place fortifiée. Et l'idée va être de soutenir les troupes belges par l'arrivée de troupes françaises et les frères de Louise vont participer au siège. Elle en est d'ailleurs très inquiète dans sa correspondance, elle en parle énormément en disant qu'elle s'inquiète de savoir que ses frères sont au milieu de la tranchée, que le général sur place ne leur fait pas vraiment de cadeaux. Et justement, eh bien, on a un dessin rare puisque participant à ce siège se trouve un artiste assez extraordinaire, Ary Scheffer, qui est vraiment le grand artiste romantique, qui a été l'élève à la fois de Marie, de Louise, mais aussi de ses frères. Et il a dressé ici un dessin qui est réalisé à la fois au crayon et à l'encre et qui reprend une vue de ce fameux siège où on voit apparaître les frères de Louise. Et il est juste mis un petit mot, Monsieur Scheffer vous envoie ce dessin et donc ça a été réceptionné par la reine Marie-Amélie qui justement avait envie de connaître ce siège dont elle entendait parler par Louise via les lettres. Elle avait envie un petit peu de réaliser à quoi ça correspondait et c'est ainsi que grâce à ce dessin, eh bien, elle peut avoir une petite idée de la difficulté qu'ont les Français pour reprendre ce fort qui finalement eh bien, tombera et sera vraiment à partir de ce moment-là un fait majeur puisqu'il permet définitivement d'asseoir la Belgique comme État parmi ces nouvelles cours européennes qui étaient en train de se constituer. Dans la section qui est consacrée au rôle vraiment de souveraine et de mère, on figure plusieurs portraits qui sont réalisés par Winterhalter, dont celui-ci qui est très particulier puisqu'il permet de comprendre vraiment la place qu'occupaient les portraitistes, non seulement à la cour de Louise, mais surtout dans tout le réseau des Orléans et les Saxe-Cobourg. C'est en effet un artiste que finalement Winterhalter, il n'était pas encore trop connu, mais c'est grâce à Louise qu'il va vraiment pouvoir diffuser ses œuvres au sein des
cours royales. Et il y a plusieurs portraits qui seront commandés dès 1838, mais on sait que à partir de 1840, il est plusieurs fois à Bruxelles et qu'elle va poser pour réaliser un portrait qui est destiné à la fois à partir vers l'Angleterre, mais aussi partir vers Versailles. Et dans ce cadre-là, dans la correspondance, on trouve très souvent mentionné Winterhalter et le fait que Louise est souvent très critique par rapport à lui, et notamment sur le choix des vêtements qu'il va prendre en considération pour elle, mais aussi pour sa belle-sœur Victoire. Et donc c'est ainsi que, par exemple, elle choisit soigneusement les poses, également les formats, et pour être bien certaine que le portrait convienne, elle qui n'aime pas beaucoup les portraits en grand pied ou en trois quarts, préfère réaliser des premières épreuves, et ces épreuves sont sous forme ovale, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est ainsi que dans ce tableau-ci qui a été retrouvé, on peut vraiment voir cette qualité du portrait de Winterhalter, puisque le visage est particulièrement détaillé, et on voit bien ses grands yeux bleus, et surtout ce nez particulier, avec cette pose de trois quarts, mais en même temps, quand on s'approche du tableau, on se rend compte que ce qui semble être véritablement une robe très détaillée est en fait assez esquissé. On voit bien les transparences, on voit bien les couleurs et la manière dont le chatoiement du tissu de la robe va être rendu, mais pourtant on n'a pas encore cette précision définitive parce qu'on sent bien qu'ici, ça n'est pas une copie, mais c'est plutôt un modello. Et donc la correspondance permet effectivement de retracer la réalisation et on se rend compte qu'effectivement, c'est d'abord sous cette forme que le portrait a été envoyé, puis il va être réalisé de trois quarts et finalement il va être réalisé de plein pied et c'est l'œuvre qui est la plus connue dans les représentations de Louise puisqu'on retrouve vraiment quantité de copies qui iront jusque dans les années 1870 puisque les palais belges et les grands monuments, les grands bâtiments manquant de portraits, quantité d'artistes belges vont reprendre le modèle de Winterhalter et l'adapter. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas de fond, parce qu'on n'a pas encore vraiment placé la reine dans ce qui sera vraiment son décor définitif, mais dans les autres versions, ça peut varier. On peut retrouver parfois d'ailleurs la fameuse fontaine qui se trouvait dans les jardins de Laeken. Ce tableau montre combien le rôle de mère a été important pour Louise d'Orléans, puisqu'il représente son fils, le premier qui est décédé, Louis-Philippe, réalisé par Cogniet. À l'origine, la reine ne disposait pas en fait de représentation de son fils. Son fils est mort en 1834 au bout de 8 mois, et donc elle ne disposait pas vraiment pour elle d'un portrait qui lui semblait fidèle. Il en existait bien un qui avait été réalisé pour Versailles, mais elle n'en disposait pas. Et donc elle va demander à sa mère de réaliser une copie d'un tableau qu'elle avait vu auparavant, qui faisait partie de la collection de Louis XVIII et qui se trouvait à Saint-Cloud, et qui représentait Métabus, roi des Vosques. Et dedans, elle retrouvait dans le personnage de l'enfant, Camille, vraiment une représentation de son propre fils dans toute sa beauté, comme elle l'écrit dans ses lettres. Et donc Louis-Philippe va être touché par cette lettre adressée à son épouse et va demander à Cogniet de réaliser effectivement une copie. Alors l'original, celui qui est en fait l'étude qui est démontrée après vraiment toute une série d'essais qui vont être réalisés en Italie par Cogniet, c'est celle qui se trouve au musée de Chartres et qui montre en fait le roi debout tenant l'enfant sur son bras. Mais en réalité, il avait réalisé une première esquisse et dans cette première esquisse, le roi était en train de traverser la Massène, qui est le fleuve, et poussait son enfant Camille dans une conque. Et c'est ainsi qu'il va reprendre cette forme et il va réaliser le tableau que vous avez à côté qui est absolument extraordinaire dans la mesure où il représente cet enfant avec ce bras qui tombe légèrement sur le côté, déjà vêtu d'un manteau qui évoque la pourpre. Il est en train de traverser le Styx et alors que dans le fond on voit les flammes des enfers, sur la destinée qu'il est en train de prendre, il va vers un rivage dans lequel au contraire on a les Champs-Élysées et il attend un personnage notamment jouant de la lyre. Dans la conque, on retrouve aussi toute une série de fleurs qui évoquent ce caractère funéraire, mais le visage est particulièrement soigné et notamment
notamment ses yeux qui ont une expression tout à fait particulière. Alors la reine va garder ce tableau très longtemps dans son cabinet de travail, elle le verra vraiment chaque fois qu'elle écrit ses nombreuses lettres, mais à sa mort, les notaires faisant l'inventaire ne vont pas l'identifier comme un portrait de son fils, mais étant simplement un enfant dans une conque, de sorte que pendant très longtemps, eh bien, ce tableau est demeuré à l'ombre dans les collections, puisqu'on n'avait pas l'idée qu'il s'agissait en fait d'une vision idéalisée d'un portrait d'un enfant royal. Alors, ce tableau a aussi une histoire, puisque la reine d'Angleterre, Victoria, avec qui Louise correspond, désirait avoir des représentations de tous les enfants de ses proches qu'elle aimait dans les familles royales, et elle va demander un portrait de Louis-Philippe, ce que fera Louise en commandant à Cogniet encore une copie, et cette copie sera offerte pour les 35 ans de Victoria, et il est toujours dans la sitting room de la reine à Buckingham Palace. Alors pour que vous puissiez vraiment apprécier les artistes que Louise affectionnait particulièrement, j'ai exceptionnellement ouvert cette vitrine et vous pouvez d'emblée constater qu'il y a deux œuvres qui se ressemblent. C'est ce dessin de 1836 réalisé par Marie d'Orléans et qui était conservé par Louise dans sa chambre à coucher au Palais de Bruxelles, et d'autre part bien la statue qui est juste à côté, qui est en fait le modèle du dessin. Alors je vous ai dit les artistes qu'affectionnait particulièrement Louise. Eh bien, Marie d'Orléans, sa propre sœur, est incontestablement l'artiste pour lequel elle a le plus d'affection. On a énormément de correspondance entre les deux sœurs qui échangent non seulement en termes de littérature, mais aussi de grands artistes de l'époque. Elles ont eu la même gouvernante, Madame de Mallet. Elles ont eu également, et ça c'est vraiment important, les mêmes professeurs. Donc, ces goûts, elles les partagent, et Louise, tout naturellement, va profiter de ses venues à Paris pour poser pour sa sœur. À l'inverse, Marie, lorsqu'elle sera à Bruxelles, viendra avec Louise chiner chez les premiers brocanteurs des meubles néo-gothiques que toutes les deux affectionnent, et elles sont toutes les deux également attirées par toute une série d'objets ou de livres, comme les manuscrits, qui reflètent une passion pour le Moyen-Âge, qui se traduit à l'époque par ce style néo-gothique qui s'impose au début du règne de Louis-Philippe. Et c'est ainsi que des personnages de l'histoire de France vont prendre énormément d'ampleur. La statue que vous avez ici, c'est Sainte Jeanne d'Arc en prière, et elles en parlent dans la correspondance, et on a même dans l'exposition une magnifique aquarelle de Roberts qui montre bien ses œuvres dans le cabinet de Marie et dans l'inventaire de la reine, qui est aussi également présent dans l'exposition ici à Namur. Bien, on peut voir nommer ces statues et cette fameuse Sainte Jeanne d'Arc qui venait bien, vraiment habiller les appartements privés de la reine. Dans cette section de l'exposition, on s'est beaucoup interrogé pour trouver le meilleur moyen de faire connaître au grand public les goûts de la reine. Et les goûts de la reine sont partagés. Ce sont à la fois des goûts très orléans, avec les artistes de renom tels que Gudin, Lamy ou encore Oscar Gay qui sont très présents. Et puis, en même temps, on a aussi des artistes belges. Et en fait, ce goût assez éclectique, c'est le goût de cette époque. Bruxelles est en fait une plaque tournante de l'art. On commence à voir les premiers antiquaires, les premières galeries également, et surtout les salons d'art qui sont non seulement à Bruxelles mais aussi par exemple à Anvers. Et donc la reine au départ est un petit peu surprise, d'ailleurs elle trouve que les Belges mériteraient de davantage travailler pour montrer leur talent. Elle est vraiment d'abord d'un bon goût français comme elle dit, et puis avec le temps elle va vraiment être un moteur de l'art. Elle va pousser les artistes belges à non seulement s'exposer dans les plus grands salons, y compris à Paris, mais surtout elle va servir de plaque tournante puisqu'elle va faire connaître des artistes internationaux tels que Winterhalter, mais aussi les artistes belges. Et c'est ainsi qu'elle fera venir Victoria qui va visiter le salon d'Anvers, et puis par la suite dans la correspondance et dans les documents très précis de la reine qui sont adressés à son propre secrétaire particulier, on voit vraiment qu'elle commande des tableaux, elle en envoie directement vers l'Angleterre ou un peu partout en Europe,
Europe, y compris aussi à Louis-Philippe, qui cherche des artistes pour illustrer des scènes historiques pour le nouveau musée qu'il crée à Versailles. Et c'est ainsi que son rôle devient particulièrement important. Elle le développe de deux façons. D'une part, vraiment de manière privée, dans des albums romantiques dans lesquels elle va coller ses différents dessins et aussi aquarelles. Dessins et aquarelles qu'elle montrera d'ailleurs aux visiteurs, surtout aux autres royaux qui passent par Bruxelles. Et donc c'est comme ça que ces artistes vont se faire connaître internationalement. Et puis également, elle va être un moteur pour la collection royale, puisqu'on va commencer à créer ce qu'on appelle la galerie du roi Léopold Ier. Et à cette occasion-là, eh bien, c'est cette fois-ci dans des grands formats et avec non plus des aquarelles ou des dessins, mais des peintures à l'huile, qu'elle va véritablement s'essayer à constituer une collection. Et donc, aux anciens tableaux de maîtres des 18e, 17e, 16e siècles, qui avaient été réunis par Léopold en Angleterre ou elle-même en France, vont venir s'ajouter progressivement un certain nombre de tableaux belges et français, mais principalement belges, à peu près 75% sont belges, et c'est ainsi que finalement, eh bien, à sa mort, on peut dire qu'il y avait environ 324 tableaux qui se trouvaient dans les collections royales. Donc ça montre que pour elle, c'était particulièrement important de donner une impulsion à cet art belge, tout en étant toujours fidèle dans ses amours et dans ses albums à ses premières réalisations qu'elle avait réussi à collecter tranquillement, et c'est des œuvres principalement cette fois-ci françaises. L'héritage de Louise, qui est évoqué dans cette section, est en fait un héritage multiple. Il y a ce qu'elle a laissé dans la personnalité d'une reine et quelle est la fonction exactement qu'elle doit exercer. Et puis il y a également l'héritage qu'elle a laissé sur les arts. Et cet héritage est visible au travers d'un certain nombre d'objets. Vous avez certes l'inventaire derrière moi des biens qu'elle a laissés dans les différentes pièces, et tout ça a été inventorié. On rentre par exemple 294 entrées qui sont relatives à tout ce qui est bijoux, mais il y a également tous les tableaux, l'endroit où ils étaient exposés et également les fameux albums. Un de ces albums qu'on appelle des albums romantiques, puisque c'est les albums dans lesquels eh bien, les souverains, mais aussi les grands personnages collaient les œuvres qu'ils collectionnaient, les dessins et les aquarelles principalement. Puis ici, vous en avez un qui lui a été offert avant son mariage et qu'elle va continuer à conserver. Alors, il n'y a pas qu'un héritage au travers des artistes qu'elle collectionne, mais aussi au travers de ses propres œuvres. Et vous avez ici posé sur le plateau toute une série de ces œuvres. On peut très bien les comparer. Il y en a un certain nombre qui sont vraiment des compositions personnelles, mais la plupart du temps, eh bien, c'est des copies d'œuvres qu'elle collectionnait, comme Roqueplan ou encore Fielding, ou encore Redouté, qui demeureront à jamais vraiment ces modèles de copies qu'elle collectionne donc, et puis qu'elle va également faire connaître un peu partout en Europe. Cet héritage, eh bien, il va être transmis à ses enfants, le passion pour tout ce qui est les fleurs, la botanique et les bibliothèques, ce sera transmis soit à son fils Philippe ou encore à sa fille Charlotte, la future impératrice du Mexique. En ce qui concerne ses biens, leur mobilier, eh bien, tout ça fera partie des ensembles que gérera à travers la collection royale et aussi la donation royale, le roi Léopold II. Alors ici, cet album romantique est un album que Louise a acquis en 1831. On sait que le filigrane du papier est de 1829. Il a été acheté chez un libraire parisien. Et puis par la suite, eh bien, après que Touvenin en ait réalisé la reliure, et notamment le maroquin qui sert à protéger l'ensemble de l'album, eh bien, la reine a commencé à coller à l'intérieur eh bien, toute une série d'œuvres qu'elle a
rachetés au fur et à mesure. Et on y retrouve les plus grands noms, en sachant que c'est principalement d'abord des artistes français, mais aussi d'autres artistes qu'elle rencontrait, notamment lors de ses voyages. Et donc on peut vraiment reconstituer les goûts de la reine. On sait d'emblée qu'elle a un attrait pour tout ce qui est oriental, et cet attrait va s'accélérer lorsque ses frères partiront notamment en Algérie ou feront des voyages du côté de la Turquie. Mais on a aussi d'autres thèmes qui sont peut-être plus intimes et qui sont tout simplement des thèmes reliés aux fleurs. Elle adore la botanique, elle collectionnait déjà lors de ses voyages un certain nombre de plantes. On a retrouvé également dans les archives du Palais Royal des enveloppes qui contenaient des plantes séchées, et elle note soigneusement où elle a récolté ces différents ensembles. Et puis par la suite, elle va s'intéresser non seulement à ce dessin de fleurs, mais aussi à tout simplement faire en sorte que ces fleurs soient reprises sur des dessins. Et d'ailleurs, le principal, en dehors de Redouté, c'est Stark, qui est vraiment spécialisé et qui se caractérise par ce papier avec un fond qui est grisâtre, ce qui fait ressortir encore davantage les couleurs, alors que Redouté, lui, réalise ses dessins sur du vélin. Et donc ici, on voit vraiment la précision du trait qui vraiment influençait la reine. On sait que par la suite, elle ira, lorsque Marie, sa sœur, se trouve à Bruxelles, dans les jardins de Laken, elle ira avec elle faire directement des croquis, des dessins et des peintures directement prises sur le vif. Et cette passion pour la botanique restera inscrite, puisque plus tard, son fils Léopold II réalisera à Laken les fameuses serres que l'on peut encore, une fois par an, aller visiter et qui font la fierté de l'ensemble des Belges. Donc, beaucoup d'ensembles de dessins qui montrent ces différentes plantes. Il y a la partie sur les pensées. Vous avez ici une magnifique rose de couleur blanche, et puis on retrouve ces grands noms tels Granet par exemple, mais aussi énormément de dessins d'Eugène Lamy qui viennent vraiment orner et compléter sa propre collection. Un certain nombre de ces dessins n'étaient pas conservés dans des albums à l'origine. On sait que la reine a collé par moment, par période, ces dessins dedans, mais qu'elle en conservait aussi énormément de ce qu'on appelle des portefeuilles. Et donc, c'est tout simplement des petits dossiers dans lesquels elle les réunissait soit par thème, soit par artiste. Et dedans, il y avait des portefeuilles qui étaient consacrés directement à ses frères et sœurs. Donc, on sait qu'elle en avait un, par exemple, consacré à Joinville et à ses différents dessins, mais aussi à Ferdinand Philippe, mais un autre aussi dédié à Eugène Lamy. Et donc, on a plusieurs de ces ensembles qui sont décrits, et à sa mort, la tradition va continuer de coller ces dessins, et on sait que notamment Philippe, comte de Flandre, qui va hériter de ces albums, va se resservir dans l'ensemble des portefeuilles et coller un certain nombre de dessins. Il en profitera aussi pour glisser ses propres collections, et on découvre à l'intérieur non seulement de magnifiques dessins de Venise, ville qu'il affectionnait particulièrement aussi, mais aussi un certain nombre de dames un peu dévêtues. La reine Louise-Marie a laissé un héritage, c'est l'héritage artistique, mais elle a aussi laissé un héritage dans la mémoire des Belges. Elle a laissé cette image d'une reine bonne, pieuse, et qui accordait très souvent le droit de grâce. Et c'est pour ça que dans les années 1870, on a réalisé cette fameuse sculpture de Jacquet qui a eu énormément de succès. Et l'idée a été d'en réaliser tout simplement des répliques. Alors, on utilise une technique particulière qui est la galvanoplastie, qui permet donc de pulvériser le métal sur le moule, ce qui permet d'avoir un gain de temps, un gain aussi, il faut dire, de matériaux, et donc ça coûte moins cher. Et ça va avoir tellement de succès que Léopold II va finir par aller visiter à Aachen directement l'usine, et on va en produire au moins 4 répliques. Alors il y en a 3 qui sont connues dans la collection royale, mais également au Sénat de Belgique notamment, ou au château de Belleuil, et c'est celle-ci que vous voyez ici, qui est donc la réplique de la Grande de Philippeville. La manière de la représenter, c'est telle que l'on voit une reine romantique. Elle est donc posée sur son siège, mais déjà en train de glisser, les 2 pieds n'étant pas au même niveau, et on voit que sa tête est relevée et que la couronne disparaît légèrement dans le profil quand on la regarde de face. En plus, pour montrer qu'elle est entre la vie et la mort, c'est-à-dire une apothéose de la reine, on a utilisé son manteau d'hermine qui vient couvrir
une partie du trône à droite, montrant que la Belgique était voilée, alors qu'elle révèle encore le lion sur la gauche, qui est l'animal héraldique pour le blason du roi des Belges. Et un autre sentiment romantique est encore donné avec ce bouquet de fleurs, puisqu'elle l'a encore vivante sur ses genoux, mais il y a déjà une partie du bouquet qui est tombée à ses pieds, et ça, c'est ce signe de cette apothéose que la souveraine connaît dans la mémoire des Belges. Elle n'est plus Louise d'Orléans, telle qu'on l'appelait pendant son règne, elle devient Louise-Marie, celle que l'on appelle l'ange tutélaire de la Belgique ou encore la bien-aimée. Un dernier héritage de la reine est vraiment ancré dans la province de Namur qui accueille cette exposition. C'est ce lien avec le Moyen-Âge qui va se concrétiser dès les années 1837 dans le paysage de la province de Namur par l'achat de tout un domaine et la constitution progressivement d'un ensemble de terrains dans lequel il y a plusieurs châteaux qui vont être non seulement modifiés, rénovés, construits, puis plus tard seront de nouveau revus et corrigés par le roi Léopold II, et dans lequel Louise va tout simplement inscrire sa vie. Alors la reine qualifiait déjà la région, et notamment la vallée de la Meuse, de la plus belle paysageance de la Belgique. C'est donc tout naturellement qu'elle retrouvera dans ces châteaux et dans ce domaine, que l'on appelle le domaine royal d'Ardenne, d'une forme de romantisme dans lequel elle laissera généralement s'exprimer son spleen. Alors elle dit jamais qu'elle aime ces terrains, mais elle dit que ces terrains l'ébahissent par la beauté, par exemple des clairs de lune, ou encore de ces tempêtes orageuses ou de la remontée du brouillard dans la Lesse, endroit où elle avoue qu'elle va se promener romantiquement au bras de Léopold. Alors il y a plusieurs domaines qui vont être constitués. La reine est plus particulièrement attachée au château de Ciergnon, mais il y aura également le château d'Ardenne qui sera modifié profondément par le roi Léopold Ier, ou encore le domaine de Feurage. Mais l'endroit qui sera le plus souvent mentionné dans les lettres de la souveraine, c'est ce qu'on appelle la tour du Rocher. Voici Ciergnon, et la tour du Rocher apparaît derrière moi. Et cette tour du Rocher, la reine en occupe un étage, le roi un autre, et c'est là où ils recevront les principaux membres de la famille d'Orléans, et notamment le duc d'Aumale. Ce sera son premier grand voyage en Belgique, qui passera par cette région avant de retourner vers la France via Givet, qui n'est pas très loin finalement de ce domaine. C'est donc un endroit qui est très important. Le roi Léopold aimera s'y retirer, et après la mort de Louise, alors qu'il envisage d'abord de tout simplement abdiquer, de laisser le trône à son fils aîné, celui-ci étant trop jeune, de plus en plus le souverain, pour y retrouver le souvenir de son ange, tel qu'il appelle, aimera se retirer là-bas pour y aller chasser le loup et également le renard, qui sont, dit-il, ses animaux les plus rusés. Et sans nul doute, ces paysages lui rappellent ces longues promenades qu'il a effectuées avec Louise dans le territoire autour de la cité d'Ouillet et du domaine royal d'Ardenne. L'exposition Louise d'Orléans, première reine des Belges, un destin romantique, a donc lieu au Musée des Arts Anciens du 21 mars 2025 jusqu'au 15 juin 2025. Nous vous y attendons nombreux, et si vous voulez découvrir les goûts de la reine, je vous invite à la conférence qui aura lieu le 17 avril à 18h avec mon collègue Mathieu Deldic pour pouvoir vous pencher sur ces goûts artistiques qui vont de la France jusqu'à la Belgique. À très bientôt dans les musées namurois.